Bonjour à tous. Le cours de la néphropathie diabétique est un cours qui est destiné aux étudiants de la 5e année médecine, promotion septembre 2020, sous forme de diapo PowerPoint audio commenté. Le plan de cours est le suivant. Donc après une petite introduction, on va voir quelques définitions importantes avant d'entamer le cours. Et puis les facteurs de risque ou les facteurs prédisposants à la néphropathie diabétique, les principaux mécanismes physiopathologiques et enfin les principes de la prise en charge thérapeutique. La maladie diabétique ou le diabète est une affection métabolique se traduisant par une hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie peut être liée soit à un défaut de sécrétion de l'insuline par le pancréas, donc qui définit le diabète de type 1, ou par une insulinorésistance périphérique qui définit le diabète type 2. La néphropathie diabétique est la première cause de l'insuffisance rénale terminale dans le monde entier, donc c'est une cause fréquente d'insuffisance rénale. Et c'est une complication, donc la néphropathie diabétique est une complication micro-angiopathique du diabète. C'est la plus grave des complications micro-angiopathiques de la maladie diabétique. Son incidence et sa prévalence ne cessent pas d'augmenter dans le monde entier. Donc, de fait de l'émergence des facteurs de risque essentiellement cardiovasculaires. Donc, le risque cardiovasculaire est multiplié par 10 chez les patients diabétiques de type 1 et par 3 chez les patients atteints de maladie diabétique type 2. Mais la maladie diabétique de type 2 reste le principal pourvoyeur de la néphropathie diabétique. Donc c'est beaucoup plus les malades atteints de néphropathie de type 2 qui font de complications rénales. La microalbuminurie est un marqueur précoce de la maladie, de l'importance de dépistage et donc d'une prise en charge précoce de la maladie qui permet de ralentir la progression de l'insuffisance rénale chronique vers le stade terminal. C'est par les mécanismes ou les moyens de néphroprotection, donc la néphroprotection basée essentiellement sur l'équilibre glycémique et la prise en charge de l'hypertension artérielle qui est fréquente et qui est fréquemment associée à la maladie diabétique, et notamment en cas d'atteinte rénale, en cas de néphropathie diabétique. Il faut toujours chercher et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire. Quelques définitions importantes. Donc on commence par la néphropathie diabétique qui est définie ou qui est une complication microangiopathique de diabète qui est définie par une albuminurie croissante témoignant de l'atteinte glomérulaire, donc elle est fréquemment associée à une hypertension artérielle et c'est une maladie qui est progressive et qui aboutit à terme à une diminution de débit de filtration glomérulaire, donc de l'insuffisance rénale. La microalbuminurie, c'est une albuminurie qui est définie par un taux d'albumine urinaire entre 30 et 300 mg par 24 heures. On parle d'albuminurie ou de macroalbuminurie si le taux dépasse 300 mg par 24 heures et de protéinurie donc qui est définie par un taux de protéines qui dépasse les 500 mg par 24 heures. Le principal facteur prédisposant à la néphropathie chez les malades diabétiques est le mauvais contrôle glycémique, donc de l'importance d'un bon équilibre glycémique afin de prévenir ou de ralentir l'installation et la progression de la néphropathie chez les patients diabétiques. Les autres facteurs sont surtout les antécédents familiaux de néphropathie diabétique, la susceptibilité génétique, l'âge supérieur à 50 ans, le sexe masculin,
bien sûr l'hypertension artérielle, l'obésité, l'état d'insulinorésistance, le tabagisme et bien sûr l'existence ou la préexistence de néphropathie, quelle que soit sa nature, donc néphropathie glomérulaire, néphropathie tubulo-interstitielle ou autre. On passe à la physiopathologie. On commence par l'histoire naturelle de la néphropathie diabétique chez les patients atteints de diabète de type 1, donc qui évolue en 5 stades. Donc, c'est les fameux 5 stades de Mogensen. Ces stades sont distingués par la durée de l'évolution de la maladie, le taux de l'albuminurie, le niveau de la fonction rénale ou de l'insuffisance rénale et bien sûr des modifications histologiques différentes. Donc, ce sont des stades évolutifs. Le stade 1 qu'on peut déjà rencontrer dès le début de la maladie, où le taux d'albuminurie reste dans les normes, donc inférieur à 30 mg par 24 heures. On peut noter une augmentation de débit de filtration glomérulaire, donc c'est l'hyperfiltration glomérulaire qui est réversible et qui se traduit sur le plan biologique par une baisse de taux plasmatique de la créatinine. Et sur le plan histologique, il n'y a aucune anomalie, on note aucune anomalie au niveau du parenchyme rénal. Le stade 2, c'est le stade de la néphropathie diabétique silencieuse. Donc elle est infraclinique. Donc il y a une atteinte histologique qui reste infraclinique. Ce stade survient entre 2 et 5 ans d'évolution de la maladie, où le taux d'albuminurie des 24 heures reste dans les normes, donc inférieur à 30 mg par 24 heures. Le débit de filtration glomérulaire reste un peu élevé ou revient à ses valeurs normales. Donc on peut noter un retour à la normale des chiffres de la créatinine. Sur le plan histologique, on peut noter un élargissement de la matrice mésangiale glomérulaire. Le stade 3 de la néphropathie diabétique type 1, c'est le stade de néphropathie débutante qui peut survenir entre 5 à 15 ans d'évolution de la maladie et qui est caractérisée par une microalbuminurie, donc une albuminurie qui est comprise entre 30 à 300 mg par 24 heures. Et là, on peut diagnostiquer une hypertension artérielle, donc secondaire à cette maladie diabétique, mais sans insuffisance rénale, puisque le débit de filtration glomérulaire reste normal. Sur le plan histologique, on peut noter un épaississement de la membrane basale glomérulaire qui peut être associé à une expansion mésangiale. Le stade 4 de la maladie, c'est le stade de la néphropathie manifeste, qui survient généralement après 15 ans d'évolution, donc entre 15 et 20 ans d'évolution. Et dans ce stade, la protéinurie elle devient plus élevée par rapport au stade précédent. Donc, elle peut dépasser les 500 mg par 24 heures et qui augmente progressivement, mais qui reste généralement modérée. Dans ce stade, on peut aussi noter une aggravation de l'hypertension artérielle avec une détérioration de la fonction rénale, donc une baisse progressive de débit de filtration glomérulaire avec perte d'environ 5 ml par minute par année de la fonction rénale. Donc, sur le plan histologique, les lésions caractéristiques de cette maladie, de ce stade, c'est les lésions de glomérulosclérose nodulaire. Le stade 5, le dernier stade évolutif de la néphropathie diabétique type 1, survient généralement après 20 ans d'évolution de la maladie et est caractérisé par une protéinurie massive qui est le plus souvent responsable d'un syndrome néphrotique, parfois profond, HTA sévère et une insuffisance rénale avancée qui peut arriver au stade terminal, donc c'est le stade qui nécessite l'opération extrarénale. Sur le plan histologique, on peut voir des lésions de glomérulosclérose plus sévères et qui sont associées généralement à des signes de chronicité qui sont liés à l'anose artériolaire, la fibrose interstitielle et l'atrophie tubulaire. L'histoire naturelle chez les malades atteints de diabète de type 2 est plus complexe. Donc, l'évolution de cette maladie elle est plus complexe. Donc, on peut noter une dégradation de la fonction rénale parfois sévère, mais sans microalbuminurie ou avec une albuminurie qui n'est pas significative.
le délai d'apparition et de progression de la microalbuminurie est très variable d'un sujet à l'autre. Donc on peut noter même l'absence d'une rétinopathie chez 30% de patients diabétiques type 2 présentant une néphropathie diabétique, parce que généralement il y a une relation entre la rétinopathie diabétique et la néphropathie diabétique chez les patients atteints de diabète type 1, mais cette rétinopathie elle est absente chez 30% des patients diabétiques atteints de néphropathie diabétique. Donc la néphropathie diabétique, bien sûr, elle est favorisée par le niveau d'insulinorésistance périphérique, donc qui est généralement élevé chez les patients atteints de diabète de type 2, et bien sûr les antécédents familiaux ou l'histoire familiale des facteurs de risque cardiovasculaire. Les lésions histologiques aussi sont très hétérogènes. Les hypothèses physiopathologiques de la néphropathie diabétique suggèrent bien sûr le rôle de glucose, donc c'est l'hyperglycémie chronique et ses conséquences, le rôle aussi de certaines modifications hémodynamiques et structurales sur le parenchyme rénal et donc sur la fonction rénale. L'hypertrophie et l'hyperfiltration rénale persistante qui sont associées à l'état d'hyperglycémie chronique sont les principaux facteurs, les facteurs les plus importants de la genèse de la néphropathie diabétique. Cette forme de microangiopathie rénale, donc la microangiopathie qui est secondaire à l'hyperglycémie chronique, par plusieurs mécanismes, donc soit par un effet direct de glucose, ou par les réactions de la glycoxydation ou par le rôle de certains produits de glycation avancée. Le glucose peut avoir un effet direct dans la genèse de la néphropathie diabétique en activant une protéine qui est la protéine kinase C. Cette activation est à l'origine d'une hypertrophie cellulaire avec synthèse de matrices extracellulaires, donc responsable de l'expansion de la matrice mésangiale au niveau de glomérules. Elle est aussi responsable d'une production de la TGF-bêta ou la transformine growth factor bêta qui joue un rôle important dans la genèse de la néphropathie diabétique au niveau rénal. La production aussi, cette protéine kinase, elle stimule aussi la production de fibres de collagène et donc elle participe à la synthèse de la membrane basale glomérulaire au niveau rénal. Les réactions de glycoxydation qui sont exagérées chez les patients diabétiques sont des réactions qui conduisent à la formation de composés carbonyles instables et qui ont pour conséquence, donc ces produits carbonyles instables ont pour conséquence la stimulation de la production de certaines cytokines inflammatoires. Donc ils provoquent un état inflammatoire chez les patients diabétiques qui participent à la genèse de la néphropathie diabétique. Il stimule aussi la synthèse et la sécrétion de certains facteurs de croissance comme le VEGF, donc le Vascular Endothelial Growth Factor, qui joue un rôle important dans la genèse de la néphropathie diabétique, donc au niveau vasculaire. Ces produits carbonyles instables peuvent aussi induire un état d'apoptose cellulaire. La production en excès des produits de glycation avancés, qui sont des produits terminaux de la réaction de glycation des protéines, donc essentiellement des protéines, mais aussi de lipoprotéines. Ces produits qui sont produits en excès chez les patients diabétiques entraînent des réactions pro-inflammatoires et pro-favorisants, donc qui jouent un rôle important dans les réactions de sclérose cellulaire au niveau rénal. L'angiotensine 2 joue un rôle important dans la genèse et dans la progression aussi de la néphropathie diabétique par plusieurs
mécanismes. Donc, parmi ces mécanismes, il y a l'augmentation de la pression artérielle, donc c'est l'hypertension artérielle, et l'augmentation de la pression intracapillaire glomérulaire, ce qui favorise la protéinurie, donc c'est l'augmentation de la protéinurie, la stimulation de la prolifération cellulaire et l'hypertrophie et l'expansion de la matrice extracellulaire qui joue un rôle important dans la genèse de la néphropathie diabétique. Donc cela explique le rôle de blocage du système rénine-angiotensine aldostérone dans la néphroprotection, donc en cas d'insuffisance rénale. Donc le blocage de ce système, donc le blocage de l'angiotensine 2, permet de prévenir et de ralentir donc la néphropathie diabétique. Les principales modifications structurales au cours de la maladie diabétique et qui participent à la genèse et à la progression de la néphropathie diabétique sont la conséquence des modifications hémodynamiques déjà décrites et aussi les réactions de glycotoxicité. Donc ces modifications structurales sont essentiellement l'expansion mésangiale, l'épaississement de la membrane basale glomérulaire avec perte de la charge négative. Donc cette perte de la charge négative est à l'origine d'une protéinurie ou d'une aggravation de la protéinurie, puisque normalement la charge négative qui est exprimée sur la membrane basale glomérulaire, elle permet d'empêcher le passage des protéines à travers cette membrane glomérulaire. Parmi les modifications structurales aussi, on note les anomalies des cellules podocytaires qui peuvent jouer un rôle important dans la progression de la maladie et dans l'aggravation de la protéinurie. On arrive au traitement de la néphropathie diabétique. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que c'est un chapitre qui est très long, donc on va parler de quelques principes thérapeutiques qui permettent de prévenir ou de ralentir la progression de la néphropathie diabétique. Et donc, ça commence par une bonne éducation thérapeutique de patients diabétiques. Donc, déjà avant l'installation de la néphropathie diabétique ou des complications micro ou même macro-angiopathiques. Donc, l'éducation de patients, c'est un chapitre très important dans la prise en charge thérapeutique de ces patients. Donc l'équilibre glycémique, bien sûr, on a déjà vu que le déséquilibre glycémique ou l'état d'hyperglycémie chronique est le facteur important, le plus important prédisposant à la néphropathie diabétique et même à d'autres complications aussi cardiovasculaires. Donc pour arriver à un bon équilibre glycémique, on doit appliquer les bonnes règles hygiéno-diététiques et bien sûr, on peut utiliser des médicaments qui sont les antidiabétiques oraux et l'insuline. Il ne faut pas oublier de chercher et de traiter toujours les facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent être associés à la maladie diabétique et qui sont essentiellement l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, l'obésité et le tabagisme. Pour l'hypertension artérielle, les molécules les plus utilisées ou les molécules à utiliser en première intention chez les patients diabétiques sont les bloqueurs du système rénine-angiotensine-aldostérone qui sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les IEC, ou les ARA2, donc les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2, puisqu'on a déjà vu le rôle important de l'angiotensine 2 dans la genèse de la physiopathologie de la néphropathie diabétique. Bien sûr, les patients qui arrivent au stade terminal de l'insuffisance rénale chronique donc nécessitent un traitement de suppléance, donc soit par hémodialyse ou dialyse péritonéale et par greffe rénale qui reste bien sûr possible chez les patients atteints de néphropathie diabétique ou de diabète de type 1 en association avec la greffe de pancréas. Donc en conclusion, on peut dire que la maladie diabétique, qui est une maladie grave ou une maladie très lourde et qui est une source de problèmes de santé publique dans le monde entier,
essentiellement par ces complications avec atteinte de beaucoup d'organes cibles. Et parmi ces organes, il y a le rein. Donc c'est une néphropathie diabétique. Cette atteinte rénale qui est fréquente et aussi elle est invalidante, mais aussi elle est silencieuse, d'où l'importance de dépistage afin de diagnostiquer cette atteinte rénale à des stades précoces qui permet de ralentir la progression de la maladie rénale vers le stade terminal de l'insuffisance rénale chronique par des moyens de néphroprotection, passant par un bon équilibre glycémique, donc un traitement de la maladie diabétique, et bien sûr la recherche et le traitement des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent influencer et aggraver la maladie. Et je vous remercie.